Bonsoir et bienvenue sur Challenge. Vous êtes-vous demandé en consultant chaque jour Internet si vous n'étiez pas sous contrôle assidu? Mais qui contrôle Internet en définitive et qui vous contrôle au quotidien? Réponse avec deux spécialistes IT dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous évoquerons l'état de notre industrie et de sa sous-traitance, encore trop timorée, et nous verrons pourquoi nous en sommes là encore. Alors même que nous pouvons aller jusqu'à lancer des industries de haute précision, mais avant toute chose, qui nous contrôle sur Internet ? Younes Grar, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Vous êtes, je le rappelle, consultant IT, bien connu des plateaux et de nos téléspectateurs. À vos côtés, Yassine Iheb Tekour, vous êtes un spécialiste du marketing digital et des réseaux sociaux et c'est pourquoi j'ai tenu à faire appel à vous deux pour tenter de répondre aujourd'hui. Enfin, vous y avez sans doute répondu plusieurs fois, mais je voudrais aller au plus profond des choses avec vous. Qui contrôle Internet et qui nous contrôle aujourd'hui en définitive? C'est une question que je voudrais vous poser sous différents aspects, sous l'aspect sécuritaire, mais également sous l'aspect marketing. Alors, voilà, je lance le débat. Alors, c'est une question difficile, mais elle est simple. Celui qui contrôle Internet, c'est celui qui contrôle les technologies qui font l'Internet. Donc, il y a la technologie qui fait circuler les informations, tous ces émetteurs, récepteurs, les routeurs, les équipements, la fibre optique. Celui qui maîtrise toute cette physique d'Internet, il peut contrôler Internet, il peut le couper, il peut l'espionner. Mais aussi, il y a le contenu qui circule sur ce réseau à travers des applications qu'on utilise. Donc, celui qui conçoit ces applications et qui nous oblige à l'utiliser, c'est tout à fait normal. Donc, on lui donne sur un plat toutes les données qu'on exploite. Donc, il peut savoir sur quel site on va, quelle application on utilise, qui on a contacté ce matin, à qui on a envoyé un email, les lieux qu'on a visités. Et ce n'est pas un secret. Donc, toutes ces technologies de télécommunications, ces technologies de contenu sont contrôlées par des puissances qui ont des États derrière. Donc, ce n'est pas un secret. Facebook, Google, Microsoft, etc., c'est des entreprises américaines. Hein. Donc, c'est les États-Unis qui est derrière tout ce qui se fait Internet, à part quelques exceptions, certains pays qui ont un autre point de vue, qui veulent leur indépendance, comme les Chinois, les Russes, qui essayent de naviguer loin du réseau contrôlé par les États-Unis. Moi, je pense que c'est une question d'actualité aussi. Aujourd'hui, quand on voit la guerre commerciale qui existe entre les États-Unis et les Chinois, notamment avec la problématique entre le président américain qui essaye de contrôler les deux puissants équipementiers chinois, Huawei et ZTE. Je pense que aussi que nous, en Algérie, on a toujours été dans la configuration d'être des gens qui vont subir les nouvelles technologies. On n'est pas créateurs, on est juste des utilisateurs et on alimente en données. On est le vrai produit de ce genre de technologie. Par contre, le propriétaire et celui qui contrôle vraiment les nouvelles technologies, c'est comme l'a dit M. Grar, c'est les équipementiers et ceux qui créent les outils techniques, physiques et aussi en programmation, notamment les algorithmes qui sont, on le voit bien avec Facebook. L'algorithme Facebook, c'est un algorithme qui, au bout de 100 likes, peut identifier la personnalité de l'utilisateur avec une marge d'erreur de 4%. Donc on le voit bien et tout le monde, les 22 millions d'Algériens qui sont présents sur Facebook et seulement sur Facebook, on prend Facebook comme exemple parce que c'est le mastodonte le plus populaire dans le monde. C'est une machine à décortiquer les utilisateurs qui peut identifier réellement avec une marge d'erreur plus ou moins petite leurs besoins et aussi anticiper aussi leurs besoins, ce qui fait qu'ils deviennent des vrais produits
de cette industrie et que ces données-là sont commercialisées, vendues ou exploitées avec pour d'autres fins. Juste pour rajouter, celui qui contrôle Internet, c'est celui qui considère que Internet est important et qu'il est utile dans notre vie. Quelqu'un qui voit que Internet c'est un jeu d'enfant, donc il n'a pas besoin de le contrôler. Mais celui qui voit que Internet c'est un marché, c'est des centaines de milliards de dollars par an, donc c'est tout à fait normal qu'il va faire tout son possible pour le contrôler, parce que contrôler Internet, contrôler un marché très très rentable. Lorsqu'on voit par exemple des sociétés américaines qui ont fabriqué des logiciels et qui coûtent actuellement plus de 500 milliards de dollars, lorsqu'on voit une application, un portail ou une plateforme marketplace d'Alibaba chinoise qui fait 30 milliards de dollars de recettes en une journée, on comprend pourquoi ces puissances, ces géants veulent contrôler Internet. Et la question se pose, pour nous, pays sous-développés, pour les Algériens, est-ce qu'on va rester à jamais de simples exploitants, consommateurs de ces données, et on reçoit à chaque fois des messages de Facebook pour nous dire, voilà, j'ai changé mon algorithme, maintenant, voilà ce que je vais faire. Et on est obligé d'accepter, on ne peut pas dire non, parce qu'on est obligé d'utiliser Facebook. Une question à ce niveau-là. Nous, Algériens, par exemple, nous avons de brillants informaticiens. On ne peut pas entrer aussi en scène et prendre le contrôle, justement, à travers une application sur le monde. Est-ce que ceci, aujourd'hui, est possible? Ou est-ce que, dans ce système-là, à l'international, on nous empêche de le faire? Non, c'est possible. On le voit, le meilleur exemple, moi je le dis souvent, c'est la France. Le meilleur exemple, pourquoi? Parce que la France, il y a 4 ou 5 ans, c'était pas un acteur très primordial, très connu dans le domaine des TIC. Mais quand on voit le saut qui a été fait et une stratégie claire, bien étudiée, avec une réglementation adaptée, une organisation adaptée pour le développement et miser sur les nouvelles technologies, on le voit bien, des pépites françaises qui concurrencient les géants du web. Le Rwanda maintenant, le Kenya, c'est des pays, c'est faisable. Par contre, nous, ce qui nous manque, c'est une stratégie qui met en place le numérique dans les top priorités de l'État. Actuellement, on voit mal comment une entreprise algérienne peut développer, je dirais n'importe quoi, peut-être un moteur de recherche algérien. Qui va le soutenir? Est-ce qu'une petite start-up aura assez de moyens pour promouvoir ce produit? Où va-t-elle le stocker, les données? Comment va-t-elle les services qui sont complémentaires à ce moteur de recherche? Est-ce que ça sera des services algériens ou on sera obligé à aller vers d'autres services qui vont... Comme ça, on va refaire le même schéma pour réutiliser le Google. Donc, est-ce qu'on a une stratégie claire qui met en place, qui aide ces jeunes à aller vers l'international? Vous voulez dire qu'à un moment donné, le créateur d'une telle application ou d'un tel algorithme sera tenu de partir finalement là où il y a des équipements en suffisance, c'est ça? Et finalement... Au fait, on est plutôt dans l'ère d'idées. L'idée, elle est plus importante. Maintenant, quand on a des idées, on le voit. On est en train de le voir, on est en train de le subir en Algérie. Tout le monde, les gens du secteur l'approuvent. Les idées et les compétences algériennes, à un certain moment, ils arrivent à maturité où il faudrait passer à l'acte, où ils deviennent rentables, ne le sont pas. Ben, l'idée, elle est reprise par d'autres nations, elle est reprise, les entreprises et les jeunes sont repris par d'autres pays. Et après, on se retrouve à exploiter cette technologie, pas directement, mais à travers un autre service, mais en étant fier parce que l'initiateur est algérien. Alors qu'on devait être les premiers à récolter les fruits de... Et là, donc vous lancez quoi? Un appel au gouvernement pour
Pour dire d'encourager tous les jeunes qui... C'est pas seulement encourager, c'est pas seulement... Au fait, moi j'irais encore plus dans le plagiat, quitte à plagier la stratégie chinoise, quitte à plagier la stratégie russe et la stratégie rwandaise. Parce que c'est des stratégies qui ont réussi. On n'a pas de stratégie dans le numérique en Algérie. À l'heure actuelle, en 2019, on a encore des gens qui trouvent pas l'utilité d'avoir une messagerie au point DZ. Pourquoi? Parce que techniquement, le service n'est pas convenable et qu'il n'est pas de qualité. Donc, on ne peut pas parler de numérique si on n'a pas le b.a.-ba. Il faut commencer par une stratégie où il faudrait ne pas avoir peur de dire les vérités et d'identifier les carences et commencer à travailler sérieusement et faire impliquer les autres départements ministériels ou d'autres secteurs. Parce que le numérique, maintenant, c'est plus seulement le numérique, un seul secteur. Et il est transverse, c'est tout le monde qui est concerné. Mais vous savez que tous ces réseaux sociaux, ces médias sociaux sont forts aussi, c'est parce qu'ils permettent une certaine liberté d'expression qui est forte. Et ça, c'est fondamental. Parce que s'il n'y a pas une certaine confiance, même s'ils recueillent toutes nos données, on a la permission de dire ce que l'on veut. Et ceci n'est peut-être pas possible dans nos pays. Même aux États-Unis, et le scandale Cambridge Analytica en est la preuve. On l'a vu, Facebook, ça a été une année noire pour Facebook parce que c'était des scandales qui ont démontré que la manipulation via des algorithmes existe. Donc, au détriment de quoi? Je pense, pour nous les Algériens, la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a besoin de ces technologies, oui ou non? Est-ce qu'on doit vivre ce que vivent les autres pays, ou bien on peut vivre en marge de ce qui se fait dans cette planète? Si on est obligé de vivre dans le même environnement dans lequel vivent les Américains, les Chinois, les Français, etc., là, on doit s'adapter. La première des choses, l'ère dans laquelle on vit, c'est une ère des technologies et du numérique, donc on doit maîtriser ces technologies. Et si on doit maîtriser ces technologies, donc il y a un travail qui doit être fait, pas au niveau des universités, mais au début, au niveau des écoles. On doit adapter les programmes, on doit former cette jeunesse, cette génération, elle doit se former sur ces nouvelles technologies. Comment l'exploiter? Comment l'exploiter intelligemment, sans être un produit passif qui peut être exploité par ces gens qui sont derrière ces applications et derrière ces algorithmes. Au moins ça. La deuxième des choses, la deuxième partie, s'associe avec des géants. Essayer d'apprendre des autres. Il faut qu'on sorte de ce schéma qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus intelligents. Non, il y a beaucoup de gens qui nous ont dépassés. Il faut qu'on apprenne. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps à se poser la question, à répondre à une question. Est-ce qu'on doit s'y mettre ou non? Le temps de répondre à cette question, les gens ont maîtrisé ces technologies et ils nous la ramènent et ils nous obligent à l'utiliser. Donc, s'associer, il y a l'exemple chinois, c'est un exemple très édifiant. Le chinois, c'est un pays très fermé. Ils sont bloqués Facebook, Google, parce qu'ils font très attention à la sécurité de leur pays. Mais fermer seulement, ce n'est pas une solution. Il faut trouver l'alternative. Et ils l'ont trouvé. L'alternative, c'est des applications qui concurrencent Alors les justement, applications américaines. Est-ce qu'on peut faire ça, nous? On peut le faire à condition qu'on y soit conscient. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que nos décideurs sont conscients? Lorsqu'on voit nos décideurs, certains de nos décideurs couper Internet, ne voient pas l'utilité d'avoir du haut débit. Alors qu'à travers le monde actuellement, il y a une guerre féroce entre les États-Unis et la Chine pour qui doit contrôler la 5G. La 5e génération qui va fournir du 1000 mégabits par seconde. Et nous, en Algérie, on a des décideurs qui se contentent de 1 mégabit, 2 mégabits. C'est largement suffisant pour l'Algérien. Donc, on le voit très, très petit.
on ne voit pas l'utilité du haut débit. Le haut débit, maintenant... Et on vous répond souvent, mais si c'est pour mettre de telles capacités pour que les gens aillent sur YouTube et Facebook, ça ne nous intéresse pas. En réalité, la réponse qui doit être, c'est permettez-nous d'aller au-delà de YouTube et Facebook. Bien sûr, on peut aller sur YouTube, sur Facebook, comme le font les Américains. Mais on a des universités, on a des écoles, des instituts, on a des ingénieurs. Il faut les orienter. Il faut qu'on ait des gens qui réfléchissent d'ici 5-10 ans. Il y a des domaines qui vont éclater. Donc, sinon, ils ont déjà commencé à éclater. L'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le big data, etc. C'est des domaines où on peut, si on est intelligent, si on a de la volonté, on peut se positionner dans une des niches et avoir une spécialité et permettre aux Algériens de contribuer à cette technologie. Alors, sur ce sujet précis, je suppose qu'on en a quand même parlé. Peut-être que la conscience n'est toujours pas là au niveau de certains décideurs, mais on en a souvent parlé. J'aimerais que vous me disiez, vous qui suivez attentivement ce que disent les décideurs, qu'est-ce qu'ils disent sur ce point-là? Alors, quand on leur pose cette question. Premièrement, c'est des décideurs qui sont déconnectés, donc ils ne maîtrisent pas ces technologies. Ils ont peur de ces technologies parce que... Mais attendez, de qui vous parlez? Parce que il y a certains ministres qui ne savent même pas ce qu'est Facebook, ils ne savent même pas utiliser un smartphone. Non, mais des ministres qui sont en rapport direct avec cette technologie. Il y a Je pense à la ministre des Télécoms. Qu'est-ce qu'elle dit quand on lui pose cette question-là, en attendant que je la lui pose moi-même? Déjà, le fait qu'on soit très content qu'on passe de 1 mégabit à 2 mégabits, alors que dans d'autres pays, ils sont à 20, 100 mégabits. Mais peut-être qu'il y a des contraintes qui sont au-dessus de ces personnes. Mais on vit dans la même planète. Le Maroc, la Tunisie, le Rwanda, c'est des pays qui... La guerre entre les États-Unis et la Chine concernant la 5G. Et c'est pourquoi? Quel est le point qui est initiateur de cette divergence? C'est la maîtrise de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'humanité, l'utilisation d'Internet a changé. Les dernières statistiques disent que 85% du débit mondial, débit Internet mondial, est passé vers la vidéo. Maintenant, on a une nouvelle tendance. On a aussi les assistants vocaux. C'est l'intelligence artificielle qui rentre dans les mœurs du monde et commence ici en Algérie parce que ce n'est pas forcément vous voir l'outil Google Home ou HomePod ou Alexa, mais on utilise les smartphones, l'assistant vocal du smartphone. Donc l'utilisation a changé, notre façon de consommer Internet a changé. Donc la peur, c'est celui qui va maîtriser la 5G, c'est qui va maîtriser le flux d'informations qui va circuler à travers l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'il va maîtriser pratiquement le monde. Alors que nous, à l'heure actuelle... Précisez encore, de quelle manière il va maîtriser le monde? Parce que on le voit en Europe, il y a énormément de pression de l'Union européenne sur les GAFA pour la protection de la vie privée. On est en train d'anticiper les besoins, de manipuler les besoins, de manipuler les envies des gens à travers des algorithmes, des outils, pour les orienter vers une idée précise. On le voit, il y a énormément de gens, même aux États-Unis, il y a des outils qui sont en train de se développer en Europe, des moteurs de recherche qui essayent de surfer à contre-courant de ce qui est connu par les Google et Amazon. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a une peur qui s'installe. Les gens font de plus en plus peur de l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, ce qui fait que les décideurs font pression sur ces géants du web pour éventuellement les taxer et leur ralentir dans leur développement. On va revenir sur ces questions-là dans un instant, le temps de marquer une courte pause publicitaire.
Un retour sur le plateau avec nos deux invités, Ihab Tekour, spécialiste de marketing digital et des réseaux sociaux, et Younes Grar, consultant IT. Alors, on expliquait que maintenant, les pays les plus industrialisés, les plus équipés en technologie et les plus numérisés sont en train de se faire une guéguerre et certains pensent qu'il faut aller au-delà pour essayer de se prémunir, et notamment vous expliquiez qu'ils allaient par exemple imposer des taxations sur ces réseaux sociaux pour essayer de tirer bénéfice eux aussi de ce qui se fait. L'Algérie aujourd'hui, alors on a parlé des contrôles qui se font et on a vu que tout remontait essentiellement par ces grandes puissances, mais il y en a qui tirent profit aussi de ce passage d'informations. Ce sont les pays eux-mêmes par lequel il y a un goulot d'où passe cette information, et ils sont là à scruter aussi et à nous contrôler. C'est sûr, le flux de données passe par des réseaux très puissants maintenant. C'est des réseaux de terabits qu'on retrouve dans certains pays européens. Il y a beaucoup de données qui circulent. Si on prend le cas d'Alibaba, il consomme beaucoup de bandes passantes, beaucoup de données. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, M. Grar. J'expliquais en fait que les Algériens aussi étaient là. C'est ce que vous m'avez bien compris. D'accord. Oui. Alors, il y a des données de beaucoup de pays qui transitent à travers Alibaba. Alibaba, par exemple, maintenant, il va se positionner, va se placer dans certains continents. Parce qu'il y a une guerre pour s'accaparer le marché. Lorsqu'il vient en Afrique, il va s'installer où? Dans le pays qui est le plus, qui accepte le plus cette technologie. Il a fait un scanning. Pourquoi il est tenu de venir, de se rapprocher de ces... Parce qu'il y a beaucoup de données et il faut qu'on soit très rapide. Très rapide, d'accord. Très rapide dans retrouver les données. Moi, en tant que pays africain, si je cherche une information, ce n'est pas la peine qu'il me donne une information qui concerne le Bangladesh parce que ça ne m'intéresse pas. Je cherche des données qui sont très proches, régionales. Et Alibaba, il s'est installé au Rwanda parce qu'ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie, ils veulent se positionner, ils veulent s'associer, ils veulent s'impliquer dans cette technologie. C'est pas de simples, c'est des consommateurs, c'est sûr, mais ils veulent comprendre ce qui se passe au niveau de ces plateformes e-commerce, etc. Maintenant, lorsqu'on revient en Algérie, on consomme aussi des données, soit sur Facebook, même sur Alibaba, même sur d'autres sites. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on doit rester toujours des consommateurs ou est-ce qu'on doit faire comme le Rwanda? On va essayer d'appâter un de ces géants pour qu'il nous accepte à s'associer avec lui, pour comprendre, pour s'initier à ces technologies en première étape. Deuxième étape, faire comme les Européens, puisque ces entreprises gagnent de l'argent, ils créent de l'emploi. Pourquoi ne pas en profiter? Trouver un contrat gagnant-gagnant avec ces entreprises, disons par exemple Facebook, pour lui dire voilà, il y a beaucoup d'Algériens qui utilisent Facebook. On est le deuxième plus grand marché en Afrique. En Afrique, après l'Égypte. 2 millions. On n'est pas contre, mais vous, Facebook, vous êtes en train de gagner de l'argent à travers les sponsors, la publicité, etc. Pourquoi des pays comme l'Afrique du Sud n'utilisent pas les plus grands, le classement, le top 3 des classements des pays les plus présents sur Facebook, on a le premier, c'est l'Égypte avec 37 millions. 31 millions, je pense. 31 millions l'Algérie avec 22 millions. 22 millions. Ensuite, il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, je pense qu'ils vont beaucoup plus sur Twitter. Par contre, on est certes présent, mais on ne génère pas assez de chiffres d'affaires pour intéresser Facebook à venir s'installer, et sachant les contraintes aussi administratives. Pour qu'ils s'installent, il y a aussi de grandes difficultés où on n'a pas de data center aussi. Hein. Donc tout ça fait que... Quand vous dites il n'y a pas d'intérêt fiscal, argent, c'est-à-dire oui, il faut voir est-ce que génère pas de chiffre d'affaires, de gros chiffres d'affaires. Mais pour acheter de la on essaie de trouver, l'Algérie, si elle est intelligente, comme le font les Européens, discuter avec Facebook pour dire, voilà, on peut s'entraider
pour augmenter ce chiffre d'affaires. On va essayer de mettre en place des mesures incitatives pour encourager les gens à faire de la publicité sur Facebook, du sponsor, etc. et augmenter ce revenu pour Facebook, mais à condition que Facebook ait une existence locale ici en Algérie et qu'elle paye ses taxes. On l'a vu en Inde. Hein. L'Inde a investi dans le conflit américano-chinois, où maintenant les futurs iPhones seront montés en Inde. D'accord. Est-ce que est-ce que vous avez une notion des résultats qui sont faits en termes de chiffre d'affaires en Algérie? Parce que vous avez dit qu'on ne faisait pas, on ne générait pas un trafic. Vous vous basez juste sur les déclarations des réseaux sociaux. Il y a un point très important qui est un indicateur très fort. Pour acheter de la publicité sur Facebook, il faut avoir de la devise et avoir une carte de paiement en devise. Et les cartes de paiement en devise des banques actuelles en Algérie ne sont pas acceptées par la plateforme Facebook. Donc, sur les 42 millions d'Algériens, ça m'étonnerait que les 22 millions d'utilisateurs de Facebook sont tous détenteurs de cartes de paiement en devise à l'étranger. Donc, ce qui fait que la masse consommée et utilisée en achat de publicité sur Facebook n'est pas aussi énorme que ça, par rapport à ce qui se fait dans les pays voisins, où il y a plus de facilité. Il y a plus de facilité pour acquérir de la devise et payer Facebook. Nous, nos échanges sont exclusivement en devise. Alors, ce qu'a dit M. Gall est très intéressant. Avoir Facebook en Algérie, lui permettre d'être là et payer en dinars, je pense que ça augmenterait le chiffre d'affaires. Et surtout qu'il faut qu'il y ait une position claire. Lorsqu'on voit le gouvernement, par exemple, algérien, qui à travers le Premier ministre, ça fait 2 ans, je pense, et il a envoyé une instruction pour dire qu'il est interdit de faire de la publicité sur les publicités. Mais qui n'a pas été suivi apparemment. Bien sûr, parce que les gens ont besoin un opérateur mobile qui a 15 millions d'internautes. Où est-ce qu'il va faire sa publicité? C'est vrai, ils le font sur certains sites algériens. Mais les sites les plus visités, c'est Google, Facebook, YouTube. Donc il est obligé d'y aller. Le développement aussi de la régie publicitaire Google a tué énormément de sites, il faut l'avouer, sites algériens, parce qu'avec un coût plus ou moins très faible par rapport à ce que proposent les sites algériens, on peut avoir accès à des données, à des profils qui sont susceptibles devenir clients. Donc on touche directement le client, le prospect, au-delà de faire de l'annonce, juste pour faire de l'annonce. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'on doit se rendre à l'évidence. On doit vivre cette technologie et essayer de faire comme font les autres. Même si on fait du plagiat, ça ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on voit les pays qui ont réussi, comment est-ce qu'ils ont fait. Premièrement, puisqu'on est des consommateurs de ces technologies, comment faire pour la consommer intelligemment, pour tirer profit. On remarque actuellement que ces géants font un chiffre d'affaires ici en Algérie. Il y a de la publicité, on la retrouve sur YouTube, sur Google, on retrouve des publicités des entreprises algériennes. Donc Google gagne de l'argent, minime. Mais c'est de l'argent qu'on peut fructifier, qu'on peut gonfler en mettant en place des mesures qui vont dans le sens gagnant-gagnant. Ça, c'est un géant international. On doit faire avec. Nous, on a des consommateurs. On essaie de gagner de l'argent. Oui, d'accord, mais sous quelle manière vous traduiriez cela? À travers en essayant de les faire venir ici et en les taxant et en faisant en sorte que l'on paye en dinars. C'est ça? On encourage des entreprises algériennes à se rapprocher de ces géants pour leur dire, voilà, je peux être une interface, un intermédiaire pour vous introduire en Algérie. Si vous faites un chiffre de 10, on peut le multiplier par 100 si vous avez une présence locale, comme on l'a fait pour d'autres industries. L'industrie automobile, comment est-ce qu'on a convaincu des marques internationales de venir investir en Algérie, produits pharmaceutiques, etc. La même chose. Si on arrive à les convaincre, mais il faut qu'il y ait un discours
volontariste, un discours Mais sur le plan sincère. financier, on y perdrait parce que installer des réseaux sociaux dans une présence locale ici ne nécessite pas beaucoup d'emplois. Donc en fait... Si. Alors, on pourrait gagner énormément, notamment en termes de transfert de technologie. On n'est pas plus intelligent que les Français, que les Irlandais, que les Kenyans, que les Rwandais. C'est des gens qui ont joué leur carte d'argument pour essayer de les avoir et de faire des partenariats et de faire en sorte que les deux parties soient gagnantes. Mais sur le plan fiscal, ils n'y sont pas encore arrivés. Mais si, ils sont en train de faire des demandes, mais elles risquent d'être vouées à l'échec. Google a accepté, pour le cas de la taxation en Europe, pour la France, a accepté de jouer le jeu, de passer de 9% à 23% de taxation sur le chiffre d'affaires. Google, il est présent. Google, ce qui l'intéresse, c'est la donnée, c'est la présence, c'est être présent sur le marché. C'est des géants qui consomment plus de... Parce qu'en fait, on est en train de leur proposer d'être à côté du produit qu'ils vendent. Ils vont avoir ils vont être plus proches de l'Afrique et notamment la place stratégique qu'a l'Algérie sur la rive méditerranéenne. Est-ce que c'est concevable que les bureaux de ces GAFA qui gèrent l'Algérie ou au Maroc ou à Dubaï? C'est pas normal. C'est pas normal. Et on s'entête à aller vers une anarchie, alors que la majorité des pays africains et maghrébins commencent à s'organiser pour ne pas subir les dictats de ces En géants. réalité, si je comprends bien, il n'y a pas d'autre alternative que soit d'aller dans le sens où vont toutes les nations progressistes, soit d'aller sur des mécanismes tels la Chine ou la Russie qui ont un peu fermé. L'un n'empêche pas l'autre. On peut commencer parce qu'on doit tirer profit de ces technologies parce qu'elles existent. Il y a des gens qui payent du sponsor, de la publicité sur Facebook. On doit attendre à ce qu'on ait notre propre Facebook. On peut commencer par tirer profit, même si c'est minime. Même s'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Si on arrive à employer 100 personnes, c'est quelque chose de gagné. Si on arrive à savoir comment Facebook travaille, c'est quelque chose de très bien. Et la deuxième la chance, c'est qu'il n'y a pas que ces géants américains. Il y a les géants chinois. On peut faire du marketing de notre pays, mais à condition de les intéresser, de les convaincre qu'on a vraiment soif de ces technologies, qu'on est vraiment très convaincu de l'avenir de ces technologies. Un Chinois ne comprendra jamais comment est-ce qu'il va investir ici en Algérie si on coupe Internet lors du bac, ou bien si nos responsables des technologies pensent que 1 mégabit c'est largement suffisant, alors que lui, il exige que ses clients qui viennent sur ces plateformes aient 100 mégabits par seconde. Donc si on arrive à dépasser cet obstacle et convaincre ces étrangers, américains, chinois, russes, etc., que nous sommes un pays de technologie, un pays très voué au numérique. On peut se rapprocher d'eux, on peut apprendre de leur expérience. Mais ceci n'empêche pas, on a un tissu universitaire, on a beaucoup de compétences algériennes. Pourquoi ne pas les exploiter et les orienter vers des solutions de pointe qui, d'ici 5 ans, 10 ans, on parle, comme je l'ai dit, d'intelligence artificielle. Est-ce qu'une université comme CETIF, de Sidi Bel Abbas, d'Alger, ne peut pas orienter tous ces étudiants, ces thèses de magistère, de doctorat qui se font dans ce sens, pour essayer d'avoir 1000 travaux, peut-être sur les 1000 travaux qui seront faits, au moins 3 ou 4 peuvent
apporter un plus à cette technologie. En motivant aussi notre diaspora Bien sûr, qui est prête à contribuer. Et surtout qu'avec cette guerre entre les Chinois, Russes, les États-Unis, les Européens, on peut se positionner. On peut faire, du marketing, pour les ramener à investir en Algérie. Maintenant, et on pourrait faire du non-aligné du numérique. Bien sûr. Avec certains pays. Bien sûr. Et parce que les États-Unis, c'est un danger. C'est le discours qui est utilisé par les Chinois, les Turcs et les Russes pour ne pas subir le diktat des GAFA. Et les Brésiliens. Voilà. Mais par contre, eux, le niveau de conscience, il est énorme. C'est que c'est l'État qui investit dans ces projets-là pour qu'ils deviennent rapidement, qu'ils gagnent en puissance rapidement et qu'ils deviennent l'outil. Alors il faut réclamer. C'est un point très important, c'est-à-dire cette technologie, pour qu'elle réussisse, il faut que ce soit un projet d'État. Ce n'est pas des entreprises privées, des jeunes. C'est vrai, des fois, on nous véhicule l'histoire que Facebook a commencé par un jeune dans un garage, Microsoft, etc. Mais est-ce que c'est un hasard que toutes ces entreprises sont américaines et qui pèsent maintenant des centaines de milliards de dollars et qui sont défendues par le gouvernement américain? Lorsqu'il y a un conflit américano-européen, c'est le gouvernement qui intervient. C'est un fonds de la NSA qui est mis à la disposition de ces projets innovants où ils peuvent être, qui prennent des parts pour investir dedans. Alors, il faut aller vers des assises rapidement. Voilà, je pense qu'il faut lancer un débat très sérieux. Très sérieux. Sur ces technologies. Qu'est-ce qu'on en... Et rapidement. Bien sûr, parce que dès qu'on perd un jour, c'est une part du marché qu'on est en train de perdre. On aurait bien voulu, il y a une dizaine d'années, les géants américains étaient intéressés par le marché algérien. Parce que ça va se terminer par de l'asservissement de l'esclavage, finalement, numérique. Oui, c'est ça. Et on sera les derniers. On sera les derniers. Maintenant, si le Rwanda, ils ont une stratégie, ils ont très bien avancé, le Kenya, l'Éthiopie, etc. Nous, on est en train de se contenter de dire que nous sommes le pays le plus intelligent, le pays le plus courageux, le pays le plus développé. On est mieux que certains pays européens, alors que les pays africains qu'on sous-estimait il y a des années sont en train de devenir des géants. Maintenant, on ne sera plus esclave des États-Unis et des Chinois, mais on sera esclave du Rwanda. Maintenant, si on va négocier avec les Chinois, ils vont nous dire non, monsieur, vous négociez avec le Rwanda. Vous commencez par le Rwanda, essayez de convaincre le Rwanda pour le Rwanda était le parrain de la Vivatech l'année passée. Il est sponsor du grand club anglais Arsenal, ce qui fait que le Rwanda il est en train de faire du marketing pour se positionner dans un contexte de conflit entre le pôle de l'Est et du Ouest. Et là, nous, on est en train de discuter sur, jusqu'à l'heure actuelle en 2019, et personne ne va nous contredire, sur l'utilité du e-payment. Oui, un mot, un commentaire de votre part sur Alger Smart City. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la manière dont c'est pris en charge? Je pense que Smart City, c'est un thème très intéressant, mais il faut revenir à la réalité. Est-ce qu'on peut faire de la Smart City si on n'a pas une bonne connexion Internet? Et revenir plus loin, parce qu'on a des problèmes d'environnement, on a des problèmes de transport, etc., des problèmes réels. Mais quand on vous répondra au gouvernement, on vous dira « oui, vous ne cessez de réclamer du débit, mais nous devons gérer le budget de l'État ». Et le budget de l'État, c'est de la santé, c'est de l'éducation, c'est de la défense. Qu'est-ce que vous répondez? Très simple. Juste une petite réponse. Ouais. Premièrement, lorsqu'on parle de santé, d'administration, etc., les technologies ramènent beaucoup, le débit ramène beaucoup pour ces domaines, pour améliorer ces services. Lorsqu'on sait qu'au niveau de l'enseignement supérieur, lorsque le ministère de l'Enseignement supérieur l'année passée a lancé l'enregistrement en ligne des étudiants aux universités, le ministère a économisé 100 milliards de centimes. Ça, c'est le ministre qui le dit. Donc, le débit, il ramène beaucoup. Il ramène, si on veut se positionner dans cette planète, les géants dont on parle, Facebook, Google, Amazon, etc., font des chiffres qui dépassent les 1000 milliards de dollars. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une petite part?
1 milliard de dollars. Quand on critique l'utilisation d'Internet en disant que YouTube, c'est une perte de temps, moi je poserais une question très simple aux gens qui sortent cet argument. Est-ce que dans nos écoles primaires, au CEM, on enseigne les enfants à coder ou un langage informatique, sachant qu'en Algérie, il y a énormément d'enfants qui ne dépassent pas l'âge de 12 ans qui maîtrisent le PHP mieux qu'un doctorant. Bien sûr. Et juste en parlant de YouTube, il y a une étude qui a été faite en France dernièrement, où on a demandé aux élèves quel est le moyen le plus efficace pour comprendre vos cours, et 70% ont répondu c'est à travers YouTube. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question pourquoi ne pas exploiter YouTube on a aussi un exemple, là, c'est l'enseignant Nordin. C'est un prof de mathématiques qui a une page sur Facebook, qui a une chaîne YouTube avec 500 000 followers. C'est un exemple, alors qu'on a des centaines de milliers d'enseignants qui peuvent alimenter et enrichir ce contenu algérien. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que l'Algérie demain puisse couper Internet? Pas pour 3 jours de baccalauréat, ou 5, mais pour longtemps. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans Internet? Est-ce que non, c'est impossible. On est en train de lancer, il y a une loi de e-commerce, une loi pour lancer les sites e-commerce. Est-ce qu'on peut vivre sans e-commerce? Est-ce qu'on peut faire du e-commerce sans Internet et sans du haut débit? Alors qu'est-ce qui bloque encore? On n'y est pas. C'est une culture. C'est une culture, et aussi il faudrait que la réglementation s'adapte à la réalité du terrain. Lorsqu'on voit un responsable parler d'une page Facebook pour dire que son parti a fait une page Facebook, il dit mon parti a une feuille Facebook. Ça veut dire que c'est une culture papier qui... Non, on peut considérer qu'il innove. Alors, je ne m'y connais pas trop, mais on me dit qu'il y a une spécificité en Algérie sur l'adresse IP. On dit qu'elle se modifie à chaque fois qu'on déconnecte. Est-ce que c'est juste ou pas? Et c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous préserver de manière en termes d'identité? C'est vrai, il y a un problème d'adresse IP parce que le nombre il est limité et le nombre de gens qui se connectent augmente de plus en plus. On était à 1 million d'abonnés à DSL. On est maintenant à plus de 30 millions de gens qui se connectent à travers des comptes différents sur la 3G et la 4G. Donc les adresses IP, ce problème, il s'est pas posé en Algérie, mais c'est posé à travers le monde, sur l'Internet mondial. C'est pour cela qu'il y a maintenant, avec l'Internet des objets, puisqu'il y aura des milliards d'objets qui vont être connectés, qui doivent être identifiés par une adresse IP. Donc le problème de rareté des adresses IP, il a été résolu. Sauf qu'il faut savoir l'exploiter d'une manière claire. Encore une chose, alors j'ai voulu vous amener sur ce terrain-là tout à l'heure, mais je pense que vous n'avez pas saisi au mieux, c'était le contrôle exercé, le contrôle sécuritaire exercé maintenant par l'Algérie sur ses administrés, sur ses citoyens. Comment il s'exerce de manière soutenue par nos services de sécurité? On nous contrôle aujourd'hui quand on utilise Facebook, quand on... Voilà, je voudrais savoir comment ça se passe et l'expliquer aux téléspectateurs. Contrôle. Je sais, alors nous avons expliqué jusque-là que toutes nos informations remontaient aux États-Unis ou dans d'autres pays qui détiennent les algorithmes. Mais je voulais savoir si au passage, nos services de sécurité nous contrôlaient nous-mêmes. On n'a pas d'outils bien précis qui contrôlent les utilisateurs, parce que ça veut dire qu'on a accès aux données, au cœur, le cœur de Facebook. Ça, on l'a eu, et ça n'existe même pas dans les pays européens. Donc, ce qu'ils font, c'est une collaboration avec les outils. Et cette collaboration, est-ce qu'on l'a? Cette collaboration, il faut leur poser la question. Est-ce qu'un magistrat, dans le cadre d'une affaire pénale, peut demander à Google de lui donner des renseignements ou à Facebook? À travers qui et à travers quoi? Directement, en saisissant. En lui envoyant un fax? Non, par fax, mais peut-être par... oui, non, premièrement, il y a des affaires qui sont passées en justice, des affaires de cybercriminalité, où les services de sécurité sont arrivés aux cybercriminels à travers des outils électroniques, etc. Mais il y a certains outils qui dépassent l'Algérie, qui vont vers quelqu'un qui a fait ce cybercrime, mais qui est hébergé à travers son adresse IP en Lituanie ou bien en Grèce,
Comment y arriver? Là, il faut que l'Algérie s'implique dans ces discussions, c'est des groupes de travail, de collaboration entre les institutions juridiques des différents pays, utiliser celles existantes, Interpol, etc. Mais aller à demander à Google ou Facebook directement, ils ne vont pas il y a des conditions générales qu'imposent ces géants. Et d'ailleurs, ce qui a fait que beaucoup de frictions se sont créées entre les GAFA et l'Union européenne. Et ça, c'est récent. Également aussi, on a vu des journalistes appréhendés et dont les services de sécurité demandent le mot de passe. C'est une nouvelle tradition qui se fait, de même que les États-Unis, à l'entrée, il est arrivé qu'on demande quel est le nom de la page. Non, en fait, aux États-Unis, ils ont arrivé, pas seulement aux États-Unis, je pense que ça va venir en Europe, c'est qu'ils font très attention à la e-réputation, à la réputation électronique des gens qui rentrent pour des raisons de sécurité aussi. Mais ça fait, pour eux, c'est tout à fait normal. Ça rentre dans les mesures de contrôle et d'identification des personnes. Mais pour aller au-delà des conditions générales d'utilisation, des géants comme des pays comme l'Angleterre ou même la France et la Belgique trouvent des difficultés à aller au-delà de ces conditions générales d'utilisation qui protègent plus la boîte noire des réseaux sociaux que l'utilisateur. En Algérie, personne ne se soucie de ce fameux hacker algérien qui est entré sur des sites... qui est emprisonné aux États-Unis après avoir été extradé depuis la Thaïlande, c'est bien cela? Oui, parce que on n'y a pas compris comment ce jeune est arrivé. Pourtant, il est brillant. Bien sûr. Et je pense que les États-Unis l'ont récupéré. Donc, il ne faut pas s'étonner. C'est vrai qu'on dit qu'il est en prison, mais peut-être qu'il est... que c'est un agent de détective. Il y a un concours chez Facebook où il récompense $10 000, $10 000 je pense, le hacker qui arrive à informer Facebook d'une faille ou qui donne la preuve que c'est une faille et qui arrive à la contourner. Formidable. Pour qu'il soit récupéré et recruté sur... Alors, il y a un contrôle qui reste intéressant, c'est le contrôle parental pour les enfants. Oui, il y a des outils. Il y a des outils qui le font. Et il faudrait... le meilleur outil, il n'est pas technique, mais c'est plutôt de la communication et de la prise de conscience plutôt qu'un outil technique. Oui, parce que la vie n'est pas que dans le virtuel. Pas seulement, c'est que c'est des jeunes, c'est des enfants qui maîtrisent mieux que leurs parents. Ils peuvent détourner l'outil technique. Les concepts, on l'a vu pendant la période du bac où des enfants ont réussi à mettre à genoux une stratégie ou une décision ministérielle. C'est qu'ils ont réussi à se connecter via des VPN. En tout cas, il y a beaucoup de défis. On est obligé de s'y mettre et de réfléchir sérieusement comment relever ces défis et comment avoir une position dans ce monde, dans cette révolution Il va falloir numérique. en tant que parent solliciter les services d'un hacker pour surveiller nos enfants. Voilà, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et votre éclairage. Je vous souhaite bonne continuation en attendant que nos décideurs prennent les bonnes décisions. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous en savez plus sur ce monde-là et sur le contrôle qui est exercé sur Internet. Je dois dire qu'il y a des satisfactions également, puisque vous pouvez retrouver notre émission sur YouTube et sur Facebook. À vendredi prochain.